végétaliser l'espace public. Et il y a tellement de lieux lépreux ou de murs abîmés, de palissades, tout ça, que j'avais un terrain de jeu avec ça suffisant qui m'évitait d'aller ailleurs. Donc voilà, je choisis en fonction de tous ces éléments. Puisqu'on parle des lieux le plus original, le plus insolite, le plus inattendu. Alors, en fait, j'évite aussi cette hiérarchie-là, parce que je vais toujours dire la mur de Chine. En fait, si vous voulez, ça voudrait dire qu'il y a des lieux plus intéressants que d'autres. Or, pour celui qui habite le Chinois, qui est dans le village à côté d'où j'ai collé mon petit gamin, ce mur de Chine, il est beaucoup moins exotique que le fameux mur de Mont-Saint-Parole que j'évoquais tout à l'heure. Donc, de la même façon que j'évite je suis contre les hiérarchies entre les gens, je suis contre les hiérarchies entre les lieux. Et donc, pour nous, il y a des exotismes dans voilà, des cartes postales, mais bon, je ne cherche pas l'insolite particulièrement. Au contraire, je cherche souvent l'ordinaire. C'est-à-dire que, alors, il y a une anecdote que je cite tout le temps, c'est toujours la même, à chaque fois je la ressors, mais elle est assez parlante. J'étais à Paris, dans le quartier Mouffetard, et je peignais un chat. Et c'était un truc autorisé, parce que c'était dans le cadre d'une opération qui s'appelle les Arts de la Guerre, enfin bref. Et il y a une petite dame qui arrive, qui a plus de 80 ans, et qui promenait son chien, et qui s'arrête, et qui me regarde, ah, c'est vous qui faites ça, ah, super, ah, mais alors, le petit monsieur qui était en bas, là, c'était vous, le pochoir qui était en bas de la rue, c'était vous aussi? Je dis, oui, oui. On dit, oh, mais c'est dommage, il a été effacé, ils ont repeint le mur, parce que pour moi, je promenais mon chien tous les jours, j'allais acheter mon pain, c'était un habitant de plus dans le quartier, on l'aimait bien, etc. Donc pour moi, c'était super, ça, c'est vraiment, il faisait partie du quotidien. Les images, pas besoin de pousser les portes des musées et des galeries pour aller les découvrir, ou des catalogues et des bouquins, mais si elles sont dans la rue, et qu'elles ne sont pas publicitaires, même d'ailleurs dans les images publicitaires, il y en a qui sont intéressantes, cette petite dame, elle avait intégré cette image. Et puis elle me dit, oh, ce petit monsieur noir, là, moi je l'aimais bien. Le petit monsieur noir en question, c'était Jimi Hendrix. Elle ne connaissait pas. Et c'est aussi, ça illustre aussi ce que je disais tout à l'heure sur le fait de parler des anonymes et des célébrités. Et parfois je dis que j'anonymise les célébrités et que je sarifie les anonymes, mais c'est un peu ça qu'on veut. Je ne recherche pas spécialement l'insolite ou le côté un peu extraordinaire d'un lieu, même si, je ne le cache pas, quelquefois, effectivement, être sur la Grande de Chine ou je ne sais pas où, et puis il y a aussi des espèces d'endroits un peu incontournables, c'est-à-dire que par exemple Brooklyn, ça fait partie de l'histoire du graffiti, de Hendrix, justement. Là, il y a la Louvière en Belgique. Il y a aussi au Furet du Nord dans les sous-sols aussi. Pourquoi la flèche rouge? Pourquoi pas? En fait, moi, souvent, je m'en sors souvent par une table quand on pose la question. Ce que je dis souvent aussi, c'est que moi, je ne suis pas flèche. Donc, malheureusement, je crois que je suis victime de l'italienne, je ne sais pas, mais ça me pose de la main, tu dis, pas ça fait moi, je En fait, dans les années 80, quand j'ai commencé avec mon noir blanc rouge, assez rapidement, les années 80 étaient très fluo. J'ai utilisé beaucoup de couleurs, et puis je ne faisais pas du personnage grandeur nature à l'époque, mais des portraits un peu punkoïdes, des autoportraits, et avec beaucoup de couleurs, même un peu fluo. Et je n'avais pas compris encore qu'il fallait justement éviter de reproduire un format comme si on placardait une affiche dans la rue, qu'il fallait utiliser la rue pour ce qu'elle était. Et donc, une fois que je faisais mes images, je les entourais souvent d'un texte, pas seulement pour le contenu du texte, mais aussi pour la valeur esthétique de la typographie, un peu industrielle, etc. Et puis, je rajoutais des motifs. Donc, il y avait des pointillés, il y avait des ronds, des triangles, des flèches, des étoiles. Et puis, je me suis débarrassé de la couleur, je me suis débarrassé de tous ces motifs. Je n'ai plus fait que des personnages en pied, en noir et blanc. Et la flèche est restée, pas partout, mais souvent. Et puis au fur et à mesure, on m'a dit, tiens, c'est pas marqué par Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la flèche, j'ai l'impression que c'est pas fini et c'est devenu la marque de fabrique. C'est pas plus conceptuel que ça.
Rachel, là-haut. Ah, je suis désolé. Lève-toi, Rachel, pour toi. D'après vous, quelle est la différence entre la réception de votre première œuvre et celle que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des critiques qui se sont transformées en attente? Est-ce qu'il y a des critiques qui se sont transformées En attente. en attente? Waouh. Alors, différence entre première œuvre et aujourd'hui, c'est ça? Alors, il y a déjà une différence de technique. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé beaucoup avec le papier calque, tout simplement. Donc, une petite photo, par exemple, une photo maintenant, une photo d'identité, qui est toute petite, il fallait l'agrandir. Donc, pour l'agrandir, on n'avait pas d'imprimante, de scanner et tout ça. Il faut que vous imaginez ça. Donc, à l'époque, dans les années, au début des années 80, on pouvait aller faire des photocopies, et on ne faisait pas soi-même la photocopie. On amenait l'original dans un copy shop. On donnait 1 franc ou 2 francs, on venait récupérer le truc le lendemain. Peut-être après, ça se faisait sur le champ, mais on n'avait pas accès aux machines soi-même. Ensuite, il y a eu les self-service des photocopies. Donc ça, tous les étudiants y allaient, on pouvait prendre un abonnement, on avait le droit à attendre des trucs. C'était pas du numérique, c'était de la photocopie avec du toner, c'est-à-dire une espèce de poudre, je sais pas comment, poudre d'encre. Ce qui était assez intéressant avec cette photocopie, on avait le néon, enfin la lumière qui se déplaçait comme ça, et puis le tonnerre se déposait. Le tonnerre se dépose à un endroit, pas à côté. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. C'est du noir ou du blanc. Et déjà, transformer une photo très nuancée, voire une photo en couleur, en la photocopiant grâce à cette photocopie des années 70-80, déjà, ça l'a simplifié. Il y avait cet aspect photocopié qui se disait, alors beaucoup de gens disaient « Ah, c'est dégueulasse ». Moi, je trouvais ça intéressant. C'est une esthétique, d'ailleurs, une certaine esthétique est née de ces photocopieuses à l'époque. Je parlais du punk tout à l'heure, du it yourself, etc. Il y a eu un peu ça. Et moi, avec cette photocopie, je prenais un papier calque et je traçais. Donc, je suivais, là où il y avait du noir, entre le noir et le blanc, je traçais une ligne. Ça faisait mon pochoir. Alors qu'après, évidemment, les choses se sont beaucoup plus sophistiquées. Et aujourd'hui, avec Photoshop, avec tout ça, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut arriver aux différentes zones, comme on en parlait tout à l'heure, de gris et tout ça. Donc il y a déjà, dans l'évolution de mon travail, il y a déjà l'évolution liée aux nouveaux outils, au progrès. Et puis ensuite, évidemment, le fait d'avoir 25 ans quand j'ai commencé, 67 aujourd'hui, j'ai pas les mêmes envies. Et puis, alors, est-ce que des contraintes deviennent... la dernière partie de la question, c'était... est-ce que des critiques se sont transformées en attente dans la réception du public, en fait? Alors, des critiques de la part du public. Comment est-ce que la réception, elle a évolué? Des gens qui vont critiquer les images, c'est ça? Peut-être qu'au début, il y avait des critiques parce que c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va attendre, qui est assez acclamé. D'accord. Ok. Aujourd'hui, c'est attendu. Voilà, c'est très attendu finalement, alors qu'à l'époque c'était nouveau et donc, ok. Merci d'avoir explicité donc en fait, c'est une question très intéressante, on l'a compris, parce que... pas les seuls. Parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle la rumba, le street art, c'est devenu... C'est un peu comme les tatouages. Au début, c'était waouh, il a des tatouages partout, il a les cheveux verts, il a tout en piercing. Et aujourd'hui, moi j'ai aucun tatouage, par exemple, je suis d'une originalité incroyable. C'est-à-dire que voilà, tous mes copains sont tatoués, je ne me suis jamais fait percer les oreilles ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, un quartier sans street art, d'ailleurs, les municipalités nous réclament, on est très demandé, on veut notre fresque, on veut notre truc, machin. D'un côté, on continue à mettre en tôle des gens qui vont pas sur des trains, et en même temps, on veut que les mêmes viennent faire des choses officielles. Alors, moi, j'ai pas de réponse vraiment à ça, c'est-à-dire que les critiques, contrairement à ce que tu sembles penser, dans les années 80, il n'y en avait pas tant que ça. Dans les années 90, oui. Alors, je ne juge pas et je ne critique pas tag, graffiti, etc. Mais il y avait un vandalisme revendiqué chez les
taggeurs, les graffeurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne suis pas graffeur. Et même certains qui refusaient absolument d'être apparentés à des artistes, parce que leur motivation était bien ailleurs. Dans les années 80, avant l'arrivée du graphe, du tag et tout ça, le fait que la plupart des gens qui interviennent dans la rue, dont je faisais partie, faisions des images figuratives, un peu intrigantes parce que photographiques, dans le cas du pochoir, un peu réaliste, donc comment en peinture sur un mur faire quelque chose d'aussi clean, quoi, finalement. Donc c'était plutôt des critiques positives. Et bien sûr, il y a des gens qui disaient, mais c'est graffiti, on n'a pas le droit, c'est des voyous, enfin bon. Mais il y avait quand même aussi beaucoup de réactions plutôt positives. Ça s'est dégradé, si je puis dire, à la fin des années 80 et surtout au début des années 90, parce que le terrain de prédilection des taggeurs-graffeurs était pas du tout le même que le nôtre. C'est-à-dire que tout à l'heure je disais que moi je ne peignais pas sur les vieilles pierres, que je mettais un soin particulier à choisir les lieux, tout ça, les spots. Eux, au contraire, c'est qu'ils avaient des téléphones, machin, etc. Bon, donner des coups de cutter dans les sièges de métro, enfin, attaquer à la cible, bon, des choses comme ça. Donc évidemment, à partir du moment où ils étaient dans l'espace public avec des bombes aérosols, il y a eu un amalgame, et on appartenait tous à cette espèce de truc un peu flou, des graffeurs. Et là, les critiques ont été très très fortes, et c'est là qu'il y a eu tous les procès. Les forces de l'ordre, évidemment, sont intervenues beaucoup plus, et j'ai des collègues comme Mystique, qui est la sécurité, Black Laura, etc., qui ont eu des procès et des amendes très importantes, qui d'ailleurs après ont arrêté de faire des choses de façon illicite et qui ont à chaque fois demandé l'autorisation. Et aujourd'hui, ma foi, aujourd'hui, c'est devenu un peu monnaie courante, même si l'idée de vandalisme existe toujours, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ouais. merci. Depuis le début de votre intervention, vous utilisez pour définir ce que vous faites le terme intervention, et je me demandais pourquoi vous n'utilisiez pas le terme œuvre d'art à la place. Je crois que j'ai répondu tout à l'heure en faisant un peu référence à Ernest, en expliquant que si je peins un tableau pour une exposition dans mon atelier, je crée une œuvre. Si je peins un bout de papier ou que je prends mon pochoir pour aller dans la rue avec mes bombes, faire une intervention, je ne fais pas une œuvre, je fais une intervention dans l'espace public. Libre aux gens qui vont ensuite voir mon intervention de déterminer que ça fait œuvre. Mais le mot est important pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas, parce que ça voudrait dire à ce moment-là, moi je déteste l'expression « Ah, ils font de la rue un musée » ou alors la rue c'est leur galerie. Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est une différence importante. Alors, bonne question, je parle de photos. Et il y a une question qu'on me pose souvent, qui est vraiment légitime, c'est l'histoire des droits. Alors, j'utilise plusieurs catégories de photos, soit ce sont des photos que j'ai prises au départ, d'ailleurs, c'est pas hasard, c'est beaucoup d'autoportraits, photomaton, parce qu'au moins, j'avais pas de problème de copyright, de quoi que ce soit, de modèle, de prise de vue. Bon. Ça pouvait sembler un peu narcissique, mais en fait, c'était très très grimaçant, donc il y avait un côté, c'était plutôt issu d'une bonne narcissique. Donc, soit ce sont des photos que je fais moi-même. Par exemple, j'ai une image que je reprends, que j'ai beaucoup reprise, qu'on a pas mal vue à l'époque du Covid. C'est une petite chinoise qui tient le globe terrestre entre ses mains. Elle est sur la façade de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, où étaient hospitalisées les premières victimes du Covid. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup vu. Et en fait, il s'agissait d'une petite fille que j'ai prise en photo en Chine. Elle buvait à la paille dans une grosse noix de coco. Et j'ai transformé la noix de coco, j'ai viré la paille, j'ai transformé la noix de coco en globe terrestre. Donc ça, c'est une de mes photos. Donc là, il n'y a pas de souci de droit par rapport à l'usage de la photo. Ensuite, il y a des amis photographes qui me cèdent volontiers leurs images pour que j'en fasse des pochoirs. J'ai fait 2 expos d'ailleurs avec un photographe anglais avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Lee Jeffries, qui fait des photos en noir et blanc que de SDF, des homeless, en Angleterre, aux États-Unis, partout. J'ai un autre ami français
je ne montre à personne, voilà, si toi tu veux en faire des pochoirs, c'est super, donc ça j'en ai fait plusieurs. Et puis il y a les photos que je pille, que j'emprunte, que je trouve autrefois dans les magazines, dans les journaux, aujourd'hui sur internet, qui sont prises par d'autres. Quand on a le nom de l'auteur, je lui demande l'autorisation. Quand on ne l'a pas, bien que le courage, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des photographes qui m'ont contacté en me disant « Ouais, la photo était moi, c'est super, etc. Si t'en veux, vas-y, super. » Après, il y a les célébrités. Je n'ai pas, hélas, eu la chance de prendre en photo moi-même des gens comme Jimi Hendrix, par exemple. Donc, j'essaye de prendre des photos, pas forcément les plus connues, etc. Mais il y en a aussi qui sont devenus tellement des icônes que tout le monde les utilise. Après, tout dépend ce qu'on en fait et où on les place, pour qui, comment, etc. Et puis, alors ça c'est très récent, mais vu qu'on m'a souvent posé la question des droits, j'ai eu une fois, un problème. Il y a quelques années, en 2017, j'ai fait une exposition en Allemagne qui était consacrée justement à la musique, et en particulier à l'anniversaire de l'année 1977, qui était l'année punk. L'année de la vague aux États-Unis et en Angleterre. Et donc, j'avais pas des tas de musiciens, bien sûr, dont Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols, que vous connaissez peut-être. Et une image qui a déjà été reprise plein de fois, bon bref. Et là, on a reçu dans la galerie de l'Expo, a reçu, dès que les premières images ont circulé sur Internet et que le catalogue a été diffusé, non pas le photographe, mais une agence aux États-Unis qui vendait les tirages de ce photographe. C'est une sorte d'argent en fait. Et non, vous n'avez pas le droit. Légalement, je pense que j'aurais pu revendiquer le droit, parce qu'à partir du moment où on transforme l'image, etc., j'ai autre chose à faire que de faire des procédures comme ça. Donc j'ai accepté de ne pas vendre cette image et de ne plus la peindre. Mais il voulait la preuve en vidéo que j'avais détruit l'œuvre. Donc j'ai pris ma toile de Sid Vicious, j'ai donné un grand coup de cutter en travers, et je l'ai toujours. Elle était à l'expo à l'Hospice Montaigne, c'est chez la malade, elle est encore plus punk qu'avant, elle est géniale comme ça. Sauf qu'elle n'est pas à vendre, c'est la seule fois. Et récemment, j'ai été contacté par une journaliste qui faisait un reportage qui écrivait un article sur l'intelligence artificielle. Et il y a eu une pétition d'un grand nombre d'artistes, ça a démarré aux États-Unis et en Europe, d'artistes dont le nom est utilisé par un de ces logiciels de création d'images par intelligence artificielle, et mon nom était dans cette liste. C'est-à-dire que vous pouviez taper « je voudrais faire une image à la Léonard de Vinci, à la machin, à la Banksy, à la Bay », à la référence. Donc je voulais savoir si j'avais signé la pétition et ce que j'en pensais. Je n'étais même pas au courant de ce truc, et je lui ai dit, vous savez, c'était il y a quelques mois. Vous savez, moi, l'intelligence artificielle, j'ai entendu parler de ça, je ne savais pas exactement ce que c'est un peu comme les NFT, je reçois. Ça c'est assez. Il y a 1 ou 2 ans, chaque semaine, je recevais 10 propositions de mecs qui voulaient transformer mes œuvres en NFT et me faire gagner des milliards de dollars. Je n'ai jamais dit, évidemment. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est pareil, je ne savais pas très bien ce que. J'ai envie de parler de ChatGPT, bien sûr, tout ça, mais bon, pour les images, je ne sais pas tout. Et elle me dit, vous n'avez pas essayé, etc. Je dis, comment on peut faire? Elle me dit, il faut s'abonner, quoi. Je ne peux pas en plus payer pour un truc. Bon. Donc, je vais faire un essai en tapant à la Jeffrey Russell et je vous envoie les images. Elle m'a envoyé les images. Je me suis dit, bon, j'ai rien à craindre parce que franchement, ça ne ressemble pas du tout à mon boulot. Et puis, j'ai pensé un peu à la question que vous posez, c'est-à-dire que si moi, je me plains par rapport à une espèce de droit à l'image, alors que moi-même, j'emprunte des images, bon, c'est un peu délicat. En revanche, ça m'a un peu aiguillonné, je vais aller voir le plus près, parce que j'ai reçu entre-temps un avis, comme je suis abonné Adobe, parce que j'ai Illustrator, Photoshop, enfin bon, vous connaissez le truc, et que vous savez que maintenant il y a un nouveau truc, tiens, je vais essayer. Et donc j'ai essayé, et dans mon expo qui a lieu à Bruxelles, qui a eu lieu samedi dernier, j'ai plusieurs images, dont l'image qu'on a utilisée pour communiquer sur cette expo, un portrait d'un petit garçon. Et tout le monde me dit, mais c'est qui ce petit garçon? Je dis, il n'existe pas. Je l'ai créé, l'intelligence artificielle. Alors moi qui étais un peu, non seulement réticent, mais même plus que méfiant par rapport à ça, ben,